Alors, je vais peut-être repartir de ce que disait M. Watin, à savoir que ces dernières paroles étaient tournées vers l'avenir, et en l'occurrence, j'ai le sentiment, pas seulement de parler de racines, mais plutôt de feuillage, et de bourgeons et de bourgeonnement permanent. Hein, c'est quelque chose que j'avais envie d'ajouter pendant que vous développiez la métaphore des racines. Le fait linguistique picard a été observé depuis le Moyen-Âge sur le domaine qui est en vert ici, hein, qu'on appelle le domaine linguistique picard, et ce domaine continue aujourd'hui encore à être fortement cohérent sur le plan linguistique, c'est-à-dire que si vous prenez, alors j'avais quelques cartes, si vous prenez l'atlas linguistique, vous y voyez cette cohérence d'une façon très très directe. Vous voyez cette cohérence de façon très très directe, puisque là il s'agit de la carte portant sur le verbe voir. L'enquête linguistique, hein, c'est le travail des dialectologues qui consiste à demander aux gens comment dites-vous ceci, comment dites-vous cela, avec un questionnaire de 3 ou 4 000 questions. Eh bien, vous voyez que voir, dans le domaine picard, ça se dit vire. Bon. Et je n'évoque que par contre-type, en quelque sorte, ce que beaucoup croient être une division entre domaine picard et domaine du ch'timi. Il est évident que sur le plan de la langue, le ch'timi, c'est du picard, point, c'est tout. Et donc vous voyez qu'on est très exactement dans un domaine cohérent qui s'étend sur une partie du Hainaut belge. D'autres cartes portant sur d'autres mots vont donner des limites légèrement différentes, hein, en particulier dans ce coin-ci, mais il y a bien un domaine linguistique picard. Et ça, on l'a remarqué depuis le Moyen-Âge, depuis le XIe siècle, on en a des témoignages. Alors, nous allons essayer de voir quelle distance il y a au plan historique, ou quel chemin a été parcouru par ce que je viens d'appeler là le fait linguistique picard. C'est-à-dire que vous aurez bien remarqué que je n'ai pas employé l'expression la langue picarde. Donc on observe qu'il y a des processus que j'ai appelés en titre naissance, au pluriel. Je vous préviens, je vais abuser de ce terme, hein, ce terme étant lui-même un abus, mais en plus je vais en abuser. Bien sûr, ça n'est qu'une image, de même que la mort des langues, aussi d'ailleurs, n'est qu'une image. Et comme toute image, ça comporte quelques pièges. En particulier, il nous faut distinguer l'histoire des formes de langue, d'une part, et d'autre part, l'histoire de l'idée qu'on a des langues, hein, et de la conception qu'on se fait des langues. Les formes, leur histoire est sans fin, si ce n'est qu'elle remonte à la nuit des temps, si vous voulez. En revanche, pour ce que les gens considèrent comme langue, hein, là, on peut voir apparaître de nouvelles langues. Et les deux cas que je vais évoquer, c'est bien dans cette idée-là. Voir apparaître une langue dans l'idée d'un ensemble de formes linguistiques désignées, nommées, assumées par un certain groupe humain. Donc voilà ce que j'entends ici par langue. Et je vais évoquer deux cas parce qu'ils sont intimement mêlés, à savoir le cas du français et le cas du picard. En France, comme ailleurs, hein, comme dans beaucoup de pays, on raconte toujours l'histoire nationale comme si toute l'histoire n'avait qu'un but, arriver à la nation française d'aujourd'hui. On commence cette histoire nationale de la France à Clovis,
ce qui est un extraordinaire abus de langage, si vous voulez, une extraordinaire escroquerie, dans un certain sens. Hein. Et puis, on annexe Charlemagne au passage, on parle des 8 siècles de royauté comme s'ils n'avaient eu pour but que de préparer la fin de la royauté, la République, et on parle de toute l'histoire de la République comme si elle n'avait eu pour but que de préparer des tas de choses telles que nous le pensons aujourd'hui. Bon. Alors cette historiographie, ça fait partie des pièges. C'est-à-dire que aussitôt qu'on donne un nom à quelque chose, on a tendance à croire qu'il a toujours été ce qu'il est, hein, cette chose, ce qu'elle est. Et on va donc essayer de ne pas faire la même chose à propos du Picard. Il y aurait encore d'autres préalables à faire. Par exemple, cette idée que, bien entendu, une langue n'est pas liée à une population au sens génétique. Il n'y a strictement rien à voir entre nos génomes et nos hormones, d'une part, et la façon dont nous parlons, d'autre part. Il y a dans le monde de nombreux exemples, de très nombreux exemples, de populations qui sont restées, on peut dire, relativement identiques dans leur composition biologique, si vous voulez, hein, qui ont eu une forte continuité biologique et qui ont eu des grandes discontinuités sur le plan linguistique. Donc des populations qui changent de langue, c'est tout à fait courant, et il n'y a rien à chercher de ce côté-là dans un rapport entre une nature et cet élément de culture que constitue la langue. Même l'idée qu'il existerait un lien historique, un lien nécessaire tout au moins, entre langue et culture, même cette idée-là n'est pas très solide, dans la mesure où on a beaucoup, là encore, de groupes humains qui ont gardé toutes sortes de caractéristiques culturelles, sauf la langue, ou qui ont toutes sortes de caractéristiques culturelles et qui n'ont pas une langue qui leur soit propre. Donc, même ce lien-là, que nous constatons dans l'histoire, n'est pas un lien nécessaire. Alors, sur le plan linguistique, donc, pour situer un petit peu le cadre de notre histoire, de cette rétrospective, un petit tableau, non, un grand tableau qui va vous donner plutôt un aperçu des choses que des précisions. Raté. C'est lequel ? Si, c'est celui-là. C'est celui-là. Bon. Donc, on va examiner ce tableau. Excusez-moi. On va l'examiner en 2 fois. Nous sommes, un simple petit rappel, nous sommes dans le cadre des langues indo-européennes, c'est-à-dire cet ensemble de langues qui s'étend sur toute l'Europe, sauf 3 exceptions, à savoir le basque, le finnois, l'estonien et le hongrois. Alors je disais 3 exceptions, parce que finnois et estonien c'est à peu près la même langue. Et à part ça, toutes les langues d'Europe font partie de cette famille. Et d'autre part, le domaine couvert par ces langues dites indo-européennes va donc de l'extrême pointe des îles britanniques jusqu'à, en gros, toute la partie nord, toute la moitié nord de l'Inde, hein, d'où son groupe indo-européen, et donc des gens qui parlent bengali ou népalais parlent une langue indo-européenne, tout autant que des gens qui parlent français, anglais ou kurde ou afghan. Donc vous voyez, une très vaste famille de langues. Les familles qui sont en contact vont être la famille finno-ougrienne, la famille du hongrois et du finnois, si vous voulez, les langues turques, et au sud, les langues sémites, hein, à savoir l'arabe, le berbère et l'hébreu, l'araméen, etc.
Donc, nous sommes au sein d'une vaste famille de langues, et dans cette famille, un des groupes qu'on a distingué était celui qu'on appelle groupe italique, essentiellement constitué du latin. Comme vous savez, ce que nous parlons ici, qu'il s'agisse du français ou du picard d'ailleurs, se rattache à la famille latine. Nous sommes dans une langue et dans des langues latines, et plus précisément, nous sommes dans les langues latines qui se sont développées dans la partie nord de l'ancienne Gaule, de ce qui va devenir la France. Et je vais donc évoquer, comme je disais tout à l'heure, de façon mêlée, à la fois l'histoire du français et l'histoire du picard. La deuxième partie du tableau, pardon. Ce tableau est un peu d'ordre généalogique, si vous voulez. On imagine, c'est pour ça qu'il y a ce nom, on imagine qu'il y avait une langue indo-européenne d'origine. Bon. Alors on l'imagine avec de bonnes raisons, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'ordonnancement du tableau évoque en fait des ressemblances progressives entre les langues. Entre deux langues du même sous-groupe, il y a de grandes ressemblances, et entre des langues de sous-groupes différents, les ressemblances sont un peu plus lâches, si vous voulez. Mais partout, on peut reconstituer, on peut faire l'hypothèse que pour arriver à tous ces rameaux, il doit y avoir une forme d'origine. Bon. Une autre façon de procéder, parce que cet arbre généalogique, c'est un peu une vue ancienne, si vous voulez, une autre façon de procéder serait par des constats de ressemblance sans document historique, c'est-à-dire plutôt par une approche typologique. Et c'est l'occasion en même temps de vous montrer un petit peu un panorama plus général des langues dans le monde, à savoir que les langues indo-européennes sont ici, simplement. Et vous voyez que le tableau reste beaucoup plus vaste. On compte qu'il y a dans le monde environ 6000 langues, entre 5 et 6000 langues, et donc ce qui intéresse les linguistes, c'est de dégager à partir d'un cas, fût-il le cas du picard, des connaissances sur le langage comme capacité humaine. Bien, alors maintenant, dimension historique. Nous allons nous situer à la fin de l'Empire romain, mettons vers le 5e, 6e siècle, puisque si cette langue latine est venue dans ces régions-ci, c'est bien porté par un empire, l'Empire romain, par des armées, des commerçants, des personnels de toutes sortes. Et alors, allez-vous dire, mais ici, ce n'était pas des latins, c'était des Gaulois. Les Gaulois, au 5e ou 6e siècle, on considère qu'ils ont, linguistiquement, à peu près disparu. Il n'est pas exclu qu'il soit resté quelques poches au fin fond des forêts, mais partout où la civilisation romaine a réussi à s'imposer, partout où ça l'intéressait, les villes, les vallées, les voies de communication, on ne parle plus gaulois, on parle latin. Les Gaulois d'ailleurs étaient là pour certains depuis seulement quelques siècles. Les Gaulois sont arrivés en Gaule entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, et donc leur civilisation sur ce sol-là a duré entre 8 et 10 siècles. Leur langue n'a guère laissé de traces. On connaît dans les langues qui sont restées dans cette région, c'est-à-dire le français et ce qu'on appelle aujourd'hui les langues régionales de France, quelque chose comme une centaine de mots gaulois, de mots d'origine gauloise.
on a retrouvé des documents extrêmement rares, par exemple des petits objets votifs dans quelques cimetières sur lesquels il y avait 3 mots en gaulois. Donc les documents sont extrêmement rares et on connaît encore assez peu de choses de la langue gauloise. Le latin, qui est devenu la langue vivante donc, de ces populations-là, bien entendu, ce n'est pas le latin de Cicéron. Ce n'est pas ce qu'on appelle le latin classique, mais ce qu'on appelle le latin vulgaire. Vulgaire, je vais réutiliser ce terme à plusieurs reprises, puisque ça veut dire populaire, en fait. On devrait dire populaire. Et ce qu'on appelle aussi le bas latin, ou latin tardif. C'est le latin des incultes, le latin des illettrés. C'est un latin donc extrêmement fautif par rapport au bon latin des écoles, des orateurs et des auteurs prestigieux. Et une grande majorité de ces fautes de latin, qui constituent le latin vulgaire, en fait, ce sont les caractéristiques des langues latines qui sont en train d'apparaître, de monter, de s'épanouir. Autrement dit, les fautes de latin du IVe siècle vont devenir des traits caractéristiques de l'italien, de l'espagnol, du français, etc. Des choses normales dans les langues modernes, si vous voulez. D'autre part, ce latin des illettrés, ce latin rustique, a une autre caractéristique, c'est qu'il se différencie. Il se passe là ce qui se passe dans toute population non scolarisée, à savoir que se développent différentes façons de pratiquer la langue. Et donc, on ne parle plus le même latin au VIe siècle, ou a fortiori dans les siècles suivants, en Espagne, en Italie, dans le sud ou dans le nord de la France, etc. C'est ce qu'on appelle la fragmentation de la Romagna. C'est ça qui va donner diverses langues romanes ou néolatines. Sur le plan des populations, l'Empire romain, certes, s'impose, mais bientôt, ce sont les populations qui auront le dernier mot. Alors ces populations sont romanisées, mais vont quand même faire exploser, ou imploser plutôt, l'Empire romain. Ce ne sont pas, comme on le raconte de façon simpliste, des guerres, des batailles qui sont décisives. C'est surtout que l'Empire romain, pour régner sur ces vastes territoires, avait, depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles, recruté des troupes constituées essentiellement de Gaulois et de Germains. Et le commerce utilisait également les Gaulois et les Germains. En gros, toute la vie de la société reposait sur ces populations encore assez mobiles, ce qui fait que ce qu'on appelle l'Empire romain au VIe siècle, ou au Ve siècle, ce sont pour l'essentiel des barbares romanisés, pour utiliser le terme des Romains. Ce qu'on appelle les invasions germaniques, donc les Visigoths, les Burgondes et enfin les Francs, à la fin du Ve siècle, eh bien, c'est une espèce de mélange entre coup de force, razzia et circulation déjà ancienne des populations à travers des frontières qui, bien que militaires, étaient quand même très très perméables. Parmi ces barbares qui s'installent, les Francs ont exercé un rôle majeur, au point que une des hypothèses fortes expliquant la différence entre la langue du Nord et la langue du Sud de la Gaule, entre la langue d'Oïl et la langue d'Oc, une des hypothèses fortes, c'est que c'est essentiellement la marque linguistique des Francs qui a fait évoluer la partie Oïl vers ce qu'elle est devenue ensuite. Donc c'est à cause des Francs que nous ne parlons pas occitan, si vous voulez. La première période sur laquelle je voudrais attirer votre attention,
c'est la période carolingienne. Hein. Et d'abord parce qu'elle est repérée classiquement par la littérature, hein, ce qu'on appelle la littérature scientifique, si vous voulez, ou historique. Elle est repérée comme l'époque de la naissance du français. Et ça mérite qu'on y aille voir d'un peu plus près, en particulier parce que quand je vous parlerai de la naissance du français, en fait, mon but sera de vous indiquer des processus qui ont lieu. Et ces processus ont lieu pour d'autres langues aussi, et entre autres pour le picard. Autrement dit, d'une part, les réalités sont mêlées au IXe siècle, d'autre part, les processus sont les mêmes, et donc quand on parle de l'un, on parle de l'autre. Qu'est-ce qui se passe exactement, donc, à l'époque de Charlemagne? En ce qui concerne parler des populations, une première donnée, c'est que on commence à voir apparaître des différences. On commence à avoir quelques traces, de très rares traces de différences entre domaine d'Oc et domaine d'Oïl, et même un petit peu le domaine franco-provençal, le domaine intermédiaire, si vous voulez, entre les deux. Bon. Ça commence tout juste à se différencier par région, si vous voulez. Comme vous savez, Charlemagne est germanophone. Sa langue, c'est le francique, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui un des dialectes de l'allemand. Bon. C'est tout à fait curieux d'ailleurs, parce que Karl der Grosse est évidemment un souverain de langue germanique, et il suffit de l'appeler Charlemagne pour nous suggérer à nous qu'il parlait français, Charlemagne. Hein, il me semble que c'est l'idée spontanée, c'est probablement l'idée que retirent pas mal d'écoliers de la leçon d'histoire sur Charlemagne, parce que c'est tellement facile à voir les choses de cette façon-là. Et sa capitale, c'est Aix-la-Chapelle, Aachen, et sa langue d'administration, sa langue de culture, sa langue de pouvoir, si vous voulez, c'est évidemment la seule langue qui ait un statut noble en Europe à ce moment-là, c'est le latin. Bon. D'ailleurs, Charlemagne n'était pas très bon en latin. Il a eu beaucoup de mal à l'apprendre. Et on a quelques récits de ses propres efforts scolaires. Charlemagne, comme vous savez, s'entoure de conseillers, hein, et des espèces de préfets qu'il peut envoyer par-ci par-là, les fameux missi dominici. Et parmi ces conseillers, qu'il recrute dans les abbayes, pour l'essentiel, il s'arrange pour avoir des gens d'un peu toutes les parties de son empire. En particulier, il fait venir, un peu avant l'an 800, un clerc, un intellectuel de Newcastle, hein, au nord de l'Angleterre, dans cette région de Northumbrie, que les Anglais appellent aujourd'hui Northumberland, qui a conquis une place de choix chez Shakespeare, entre autres, grâce à des personnages fort tristes. Cet érudit, élève du grand philosophe Bède le Vénérable, s'appelle Alcuin. Et c'est l'histoire d'Alcuin qui est intéressante, parce qu'Alcuin va jouer un rôle linguistique tout à fait important. Alcuin est donc évidemment complètement latinisé, puisqu'il est érudit. Bon. Et d'autre part, il vit dans la campagne saxonne, où les paysans parlent saxon, et il se figure, quand il est à Newcastle, il se figure que là-bas, en Gaule, terre romane, les gens parlent latin. Quand Charlemagne le fait venir, il déchante. Parce qu'il s'aperçoit que quand on parle latin, je veux dire le bon latin, de Saint-Augustin, quand on parle latin aux paysans, quand on leur explique le message de l'Église, bon, ils ne comprennent pas. Il faut leur expliquer en mauvais latin. Il faut adapter. Il faut changer de registre, si vous voulez. Et
une anecdote témoigne de ça. Vers 800, Alcuin vient rendre visite à l'abbaye de Saint-Riquier. Et bien entendu, dans ces abbayes, c'est le saint qui a donné son nom à l'abbaye, qui est chanté et glorifié en premier lieu. Donc, la vie de Riquier est racontée aux fidèles pour leur montrer comment il faut vivre. Donc, Alcuin s'intéresse à ce récit de la vie du saint, à cette hagiographie, et les moines de Saint-Riquier et de l'abbaye lui donnent le texte qui raconte la vie de Saint-Riquier. Un texte pas trop mauvais sur le plan de la langue, mais pas trop bon sur le plan de l'anecdote, du style, de l'art d'intéresser les foules ignorantes. Et Alcuin approfondit un peu son enquête, ce qui fait que, après insistance, les moines lui sortent un autre texte. Un autre texte qui est beaucoup plus convaincant, beaucoup plus illustré, expressif, etc., mais dans un latin absolument catastrophique. C'est celui-là que comprennent les paysans. Donc, si vous voulez, nous avons les deux versions de ce texte, et on peut vraiment se figurer la réaction d'Alcuin. Alors, quand je dis réaction, c'est dans les deux sens du terme, parce qu'effectivement, Alcuin va animer ce qu'on peut bien appeler une réaction latinisante, et va convaincre Charlemagne que, décidément, il est urgent d'enseigner le bon latin, d'abord aux clercs, d'abord aux membres de l'Église, pour qu'ils puissent eux-mêmes transmettre le bon latin aux fidèles. Voilà l'origine du mythe de Charlemagne inventant l'école. En fait, l'école de Charlemagne, c'est un cours de rattrapage en latin pour des gens qui avaient pris de mauvaises habitudes syntaxiques, lexicales, etc. Et comme toute réaction, elle va aboutir à l'effet contraire de ce qui est recherché, à savoir que, après avoir fait cet effort de relatinisation, on va être amené à conclure que, décidément, c'est trop tard, que décidément, cet état de choses est dépassé, et on va être obligé de prendre des décisions tenant compte de cette nouvelle réalité. Les décisions vont être d'abord un concile en 813 à Tours. Alors, vous savez que c'est une époque où l'Église catholique a réuni des conciles régionaux. Donc, ce n'est pas un concile de toute la chrétienté, mais un concile des évêques de Gaule, en fait. Et ce concile de Tours, en 813, autorise le clergé à délivrer le message de l'Église en langue romane rustique. Alors, lingua romana rustica. L'expression exacte, c'est transferre in rusticam linguam. Et ce mot transférer, c'est pas pour le plaisir d'étaler du latin, mais ce mot transférer est assez intéressant parce que ça fait environ un siècle et demi qu'on se dispute sur sa traduction. Deux possibilités, ou bien on traduit ça par traduire, auquel cas, décidément, en 813, on a pris conscience qu'il y avait deux langues, ou bien on traduit transférer par transposer, auquel cas, ça signifie qu'on n'a pas encore pris conscience qu'il y avait deux langues. Bon. Alors, non seulement on en dispute depuis le XIXe siècle, mais on peut supposer qu'à l'époque, les choses ne sont pas encore bien claires. Pour certains, ça doit être évident, pour d'autres, ça ne doit pas être évident. Est-ce que vraiment le latin existe toujours dans son unité ou non ? Vous voyez, nous sommes à cette époque-là dans un moment de flottement. Et ce flottement, nous en voyons peut-être la fin une trentaine d'années plus tard, avec le récit qui est fait par un historien nommé Nithard des disputes entre les petits-enfants de Charlemagne. Alors vous savez que dans cette joyeuse famille,
à chaque héritage, on s'est joyeusement étripé. Donc les fils de Charlemagne se sont entretués, puis ses petits-fils. Et au moment des petits-fils, vous vous rappelez que l'empire carolingien a été divisé en 3 bandes, en fait, hein, l'Est, l'Ouest et le milieu. Bon. Et que Lothaire, celui qui avait la Lotharingie, a d'une part tenté de doubler ses frères, d'autre part a suscité une alliance de ses frères contre lui. Bref, c'est lui qui a perdu. Toujours est-il que Charles, côté ouest, et Louis, côté est, se retrouvent en 842 dans la campagne proche de Strasbourg pour signer un traité de loyauté mutuelle. Ça va être ce qu'on appelle les serments de Strasbourg. Et là, l'historien qui nous raconte ça, qui était d'ailleurs un cousin de la famille, hein, donc il était intéressé à l'affaire, cet historien Nittard fait une chose tout à fait extraordinaire. Je vous rappelle que la langue évidente pour un historien, c'est le latin. Toujours le latin avec le latin. Et Nittard fait une chose extraordinaire, c'est qu'il recopie, il nous donne la version authentique des serments qui ont été prononcés. Ces serments ont été prononcés par un jeu de croisement, à savoir que le chef des Germaniques a juré en langue romane et le chef du côté roman a juré en langue germanique. Chacun donc s'engageant devant l'armée adverse. Bon. C'est pour ça que Nittard nous donne les versions authentiques, parce que ça a du sens. Et ça a du sens en particulier parce que ça semble, en bonne partie, on trouverait des zones qui contredisent, et ça semble répartir les pouvoirs sur la base des langues. Ça semble créer des nations, non, ça semble créer des royaumes sur la base des langues. Mon lapsus, bien entendu, il ne s'agit pas de nation, hein, mais mon lapsus signifie simplement que, effectivement, c'est ce qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans cette notion de nation. Alors, je vous montre un petit peu le texte de ce très ancien français. Voilà. Donc, quand on vous dit que c'est du très ancien français, vous allez voir à quel point c'est exagéré. Ça va se lire quelque chose comme ça. Pro Deo amor et pro Christian Pablo et nostro commun salvament, dis di in avant, in can Deus savir poder me donat. C'est du français. Bon, donc vous voyez ce que ça veut dire du très ancien français. Ce qui est certain, c'est que ça n'est plus du latin. Et c'est en train de prendre le chemin d'être du français. Et on comprend à la fois que les bons latinistes n'acceptent pas ça, et on comprend également que 12 siècles plus tard, les historiens aient découvert ça avec ravissement en disant « Ah, enfin, le premier texte qui n'est pas du latin. » Le premier texte qui ouvre la porte au français. Dans les décennies qui vont suivre, dans les 2 siècles qui vont suivre, on va voir apparaître quelques autres témoignages. En particulier, la séquence de Sainte-Eulalie, ou le sermon sur Jonas, alors ce sont des textes très brefs, qui ont comme première caractéristique de ne pas être en latin, c'est rarissime, donc c'est extrêmement instructif pour voir où ils en sont au IXe siècle. Hein. Et d'autre part, dans ces textes, on commence à voir apparaître des traits dialectaux tout à fait intéressants. Je vous signale aussi que ces textes ont souvent été retrouvés tout à fait par miracle. Par exemple, le sermon sur Jonas, c'est le brouillon d'un sermon préparé par un prêtre. Alors il a préparé ça sur un brouillon,
Ensuite, le morceau de parchemin a été utilisé pour faire de la reliure. Et puis un beau jour, au XIXe siècle, un archiviste paléographe a éprouvé le besoin de démonter la reliure et il a retrouvé quelques lignes. Bon, voilà le genre de document qu'on a. Cela dit, quand on regarde celui-ci, on trouve quelques traits qui commencent à intéresser une histoire du Picard. Par exemple, ce Voldre la ventre. La présence du D ici, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'histoire postérieure du Picard, et pas d'ailleurs. Voldre la faire, diaoul servir. Ce qu'on appelle la vocalisation qui a lieu ici, c'est également une caractéristique linguistique qui va continuer à s'épanouir dans le domaine Picard et pas ailleurs. Bon. Et par ailleurs, bon, on en trouverait encore 2 ou 3 autres, mais pas 36 non plus. C'est pour ça que je vous disais, le fait linguistique Picard, il est attesté dès la plus haute antiquité. C'est un fait linguistique. Ça n'est pas une langue picarde. Alors, si on continue ce petit parcours historique, on va trouver donc quelques textes, oui, la vie de Saint-Légier aussi, daté de la fin du Xe siècle. Saint-Légier est un saint qui a été assassiné près d'Arras en 679, donc c'est une épopée locale, si vous voulez. Donc la cantilène de Sainte-Eulalie, datée de 881, le sermon sur Jonas, écrit vers 950, il est d'ailleurs plus wallon que picard. Et enfin, même un peu avant, les glosses de Reichenau, à savoir des glosses, des notes de marge, si vous voulez, prises sur la vie de Saint-Martin en latin, et ces notes sont extrêmement instructives. Il y a pas loin de 1500 notes comme ça, parce que c'est un document linguistique de premier ordre sur le plan du vocabulaire. Par exemple, dans le texte en bon latin, on a le mot caput, qui veut dire la tête en bon latin, et en marge, un clerc quelconque a écrit testa. Autrement dit, il ne comprend plus caput, ou bien ses fidèles ne comprennent plus caput, alors il met le mot de l'époque, le mot qu'utilise tout le monde, testa. Testa en latin classique, ça veut dire la citrouille, mais en latin vulgaire du IXe siècle, ça veut dire la tête. Et donc, quand nous disons de façon imagée, il m'a tapé sur la calebasse, nous reproduisons exactement ce qui s'est fait il y a environ 20 siècles, à savoir de trouver un mot imagé pour désigner la tête. Et peut-être que dans 20 siècles, nos descendants trouveront tout à fait normal de dire calebasse. C'est comme ça que les choses évoluent. Donc, nous allons faire un saut de 3-4 siècles maintenant. Toute cette histoire-là suit son chemin tranquillement. Nous allons passer allègrement sur l'épisode normand, à savoir les Danois. Les Danois, comme vous savez, arrivent là, s'installent. Les Danois, en fait, sont tout à fait extraordinaires, puisque en une génération, ils perdent leur langue. Rollon, c'est quand même la génération qui a débarqué de son dracard, si vous voulez, envoie son petit-fils ailleurs pour apprendre le danois, parce que chez lui, on ne le parle plus. Bon. Donc, ça explique que les Danois, les Vikings ou les Normands n'aient pas laissé des traces très approfondies. Il y a un certain nombre de noms de lieux qui viennent de cette langue, mais à peu près rien en dehors de ces noms propres. Alors, je vous disais, l'histoire suit son chemin tranquillement. D'après les témoignages qu'on a, petit à petit, ce qui se crée, donc, c'est une sorte de marché, si j'ose dire, une circulation
qui devient de plus en plus normale de cette langue vulgaire, et comme toute langue qui circule, elle a tendance à s'unifier pour être comprise partout, à devenir ce qu'on appelle une koiné, une langue commune, si vous voulez. En même temps, je vous disais tout à l'heure, ces populations non alphabétisées, illettrées, ont tendance à développer leur particularisme. Et donc, c'est dans cette dialectique entre les particularismes et l'existence de quelque chose de commun que va se situer l'histoire du Moyen-Âge. Les rois de France, à partir du moment où ils adoptent cette langue commune, vont lui donner une légitimité extraordinaire. Les premiers rois de France à parler vraiment la langue romane, le premier c'est Hugues Capet, donc 987. Il a fallu attendre l'an 1000 pour que le roi de France parle, allez, admettons, quelque chose qui va devenir le français. Bon. Tous les précédents étaient de langue germanique, de langue francique. Et donc la langue du roi va prendre de l'importance en même temps que le roi, en même temps que le domaine royal, en même temps que se construit le royaume finalement. Et dans la mesure où les rois vont se fixer de plus en plus dans la région parisienne, cette langue commune, dans la mesure où elle est commune, va prendre, si on peut dire, va trouver un terrain, va trouver attache dans la région parisienne. Bon. Vous voyez bien que je parle là d'une langue commune, je parle là d'une langue du roi, je ne dis pas que c'est le dialecte de la région parisienne. Parce qu'à vrai dire, ce dialecte de la région parisienne, qui s'appellerait le francien, a été inventé au XIXe siècle par les philologues, et on n'en a jamais trouvé la moindre trace en réalité. C'est-à-dire qu'on a des textes qui portent des marques régionales diverses, et puis il y a une région où il n'y a guère de marques régionales. Il y a une région qui est aux confins de la Champagne, de la Picardie, de la Normandie et de la Beauce, qui n'a guère de caractéristiques linguistiques. Ce qu'elle a surtout pour caractéristique, c'est d'être une région carrefour, une région de grandes voies de communication, et d'être la région où donc s'installe de plus en plus le pouvoir royal. Le pouvoir royal qui se donne comme idéal, si on veut, d'avoir une langue qui n'est celle d'aucune région, d'avoir une langue qui couvre toutes les régions, une langue dérégionalisée, si vous voulez. Et donc, le français qui sortira plusieurs siècles après de là, a pour caractéristique, mais archi fondamentale, d'être une langue dérégionalisée. En réalité, au Moyen-Âge, il est normal, à part donc ce processus de la langue royale, il est normal de parler une langue avec des caractéristiques régionales. Un auteur qui écrit un bon texte avec des caractéristiques poitevines, par exemple, eh bien son texte à caractéristiques poitevines sera volontiers recopié, lu, chanté dans d'autres régions. Éventuellement, on le recopiera avec des caractéristiques champenoises, ou picardes, ou normandes. C'est considéré comme un phénomène normal. Si vous voulez, au Moyen-Âge, cette langue d'Oïl est tout à fait tolérante à des couleurs régionales. Chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. On a beaucoup de mal à imaginer ça aujourd'hui. Et cette langue médiévale tout à fait tolérante nous donne donc des témoignages tout à fait intéressants en ce qui concerne le picard, d'autant plus que cette façon d'écrire littéraire, ce que les spécialistes appellent une scripta, cette tradition d'écriture régionale, jouit d'un statut un peu privilégié même. Ça fait chic d'écrire dans une scripta picarde. Et donc, il y a un certain nombre d'œuvres, on sait qu'elles ont été écrites
en Champagne ou en Normandie par des auteurs champenois ou normands, et les textes ont été recopiés dans une scripta picarde qui est un peu prestigieuse, en particulier dans le domaine de la poésie lyrique et des mystères et du théâtre. Donc, je suis en train de parler d'une première naissance, si vous voulez. Le Picard du Moyen-Âge, né dans ces conditions-là. En fait, nous parlons d'une tradition d'écriture propre à la région, et cette tradition d'écriture, ce n'est pas du Picard au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Parce que ces œuvres qui circulent un peu partout, grâce à la tolérance que je vous disais, sont quand même compréhensibles partout. C'est-à-dire qu'ils comportent, si on veut cartographier cette langue, au minimum 75% de la langue qui se comprend partout. Et 25% au maximum qui est propre à la région. Autrement dit, quand on parle d'une œuvre écrite en picard au XIIIe siècle, c'est une œuvre écrite dans une langue franco-picarde, le picard n'excédant jamais 25%. Et que parlaient les gens pendant ce temps-là? Eh bien, je ne vous apprendrai rien en vous disant que les magnétophones du XIIIe siècle étaient peu perfectionnés, et donc on peut faire des recoupements, on a une idée des évolutions phonétiques, donc on a une idée de certaines caractéristiques de leur langage, mais on n'a à peu près aucun témoignage direct. En même temps que cette scripta picarde, cette littérature picarde, aussi dans ses contenus, est prestigieuse, en même temps, on voit apparaître des signes de dégradation dans la famille royale. On commence à militer, si vous voulez, pour cette langue dérégionalisée dont je vous parlais. C'est-à-dire, on a des témoignages disant, par exemple, que, un témoignage bien connu d'un poète de Béthune, Conon de Béthune, qui se plaint amèrement parce que la reine s'est moquée de lui du fait qu'il avait dit un mot d'artois. Et il souligne, c'est peut-être un mot d'artois, mais enfin, elle pouvait me comprendre, et donc elle a eu mauvaise grâce à se moquer de moi. Alors ce petit témoignage-là nous indique quand même que, sur le plan sociologique, est en train de monter ce qui va devenir dominant après, à savoir le mépris, si vous voulez, des uns sur les autres. Le mépris des tenants d'une langue dérégionalisée sur les gens qui parlent régionalisé ou régionaliste ou régional ou d'autres langues qui sont en train de naître. Enfin, dans cette période médiévale, donc cette langue que je préfère appeler françoise, si vous voulez, plutôt que française, cette langue françoise accumule un corpus littéraire, une masse de littérature tout à fait extraordinaire. On commence à s'en servir pour des textes politiques. D'abord les fameuses chartes accordées aux communes dès le XIIe siècle, et qui souvent, du fait qu'elles doivent être lues par les bourgeois des communes en question, sont rédigées dans la langue vulgaire, et non pas dans la langue de chancellerie qui reste le latin. Et donc, cette langue françoise est en train de grandir et de s'imposer, si vous voulez. Et on prend conscience à ce moment-là qu'elle existe. On en prend conscience au XIIe siècle, pas avant. Avant, c'était une espèce de registre bas, dont on avait probablement un peu honte. Et puis, on prend conscience que c'est une vraie langue, et on va arriver à la fin du Moyen-Âge à dire que non seulement c'est une vraie langue, mais qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas l'égale du latin. Vous voyez, un processus de montée. On est parti d'une indistinction complète
On est dans le latin, dans des registres du latin, etc. On en discute, c'est pas clair. Et on en est 6 siècles après à dire, oui, c'est évident que c'est une langue. Les écrivains font d'excellentes choses là-dedans. Nous sommes en train d'égaler les grands écrivains de l'Antiquité, etc. Et donc, en 6 siècles, est née une langue à partir du latin. Bon. Et bien, ce processus-là, l'indistinction, le corpus littéraire et la revendication de dignité, c'est un processus que nous trouvons également dans le cas de l'histoire du Picard, avec un petit décalage temporel. Indistinction, montée en puissance et revendication de dignité, si vous voulez. Donc, par un nouveau raccourci saisissant, nous voici arrivés à la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge, où le français, on peut commencer à l'appeler le français. C'est plus. On en est vraiment à l'achèvement de cette langue françoise, opère un certain nombre d'opérations importantes. D'abord, on commence à le décrire grammaticalement, ou à prétendre le décrire grammaticalement. On a encore quelques discussions au XVIe siècle parmi les grammairiens. Certains disent, mais non, cette langue populaire, cette langue vulgaire, on ne peut pas vraiment la décrire, elle n'a pas de cohérence. Il n'y a que le latin qui a une cohérence. Bon. On ne peut pas écrire d'œuvres scientifiques dans cette langue. Quelques-uns le prétendent encore, mais d'autres écrivent déjà en latin, et certains ont des ennuis. Si vous voulez, c'est une époque de combat. Par exemple, Ambroise Paré est condamné par la Sorbonne pour avoir écrit un livre de médecine en français, en langue vulgaire. Bon, donc époque de combat, époque de dispute encore. Deuxième opération qui se fait à cette époque-là, c'est de commencer à réfléchir sur le rapport entre cette langue presque unifiée et les différences, les régionalismes. Et par exemple, vous avez le fameux programme de la Pléiade, ce groupe de poètes qui veut parachever l'ascension littéraire de la langue françoise. Eh bien, il propose qu'on enrichisse la langue françoise en empruntant aux différents parlers du pays, du royaume. Bon. Ce qui témoigne de deux choses, c'est que d'une part, ils ne les méprisent pas complètement, ils pensent qu'il y a des richesses, ils ont conscience de leur existence comme des entités distinctes, et qu'ils sont encore sur un programme de tolérance, d'ouverture. Ça va finir très rapidement. Ce programme de la Pléiade ne sera jamais mis en œuvre, puisque nous allons arriver, avec le XVIIe siècle, au programme absolutiste, sur le plan politique comme sur le plan linguistique, et avec Louis XIV et Louis XIV et l'Académie, va se sceller une alliance qui sera extrêmement dure par rapport à toute différence régionale, par rapport à toute même différence stylistique, par rapport à l'immense richesse de la langue. Prenez par exemple celle de Rabelais, le XVIIe siècle va en interdire les 3/4. Donc un resserrement de la langue, un travail de grammairien, un travail de style extrêmement pointu, fin, ambitieux, etc. Et au XVIIe siècle, alors là maintenant il faut parler du français, peut-être même est-ce ce français dont nous avons l'idée en tête, encore nous aujourd'hui, c'est une langue parfaitement intolérante, non seulement aux faits régionaux, mais à toutes sortes de traits culturels. C'est l'époque où on n'a plus le droit de dire le mot cul, par exemple. Vous voyez l'intolérance par rapport à une réalité, si j'ose dire, fondamentale. Voilà. Bon, donc, de plus,
ça correspond avec le pouvoir au sens le plus direct, l'absolutisme qui fait qu'on ne peut pas imprimer un livre sans l'autorisation du roi, eh bien, ça aboutit à ce que le jugement des grammairiens sur un livre fera interdire le livre. Autrement dit, une faute de grammaire, et c'est la censure. C'est une période quand même extrêmement serrée de ce point de vue-là. Une espèce d'alliance. Alors, la formule va me resservir encore tout à l'heure. Une alliance entre le prestige de la langue et la force du pouvoir. Le roi Soleil veut une langue digne de lui et qui contribue à son prestige, et par ailleurs, le prestige du roi Soleil contribue à celui de la langue. Donc une alliance entre langue et pouvoir. C'est là qu'intervient un deuxième épisode pour le Picard. Il est donc complètement interdit d'utiliser, bon, on dit le Picard, mais c'est valable aussi pour le Normand ou le Bourguignon, hein. C'est complètement exclu. Il n'en est pas question. Et c'est là que ça va apparaître. Parce que quand, de toute façon, on sera dans l'interdit, eh bien, allons-y gaiement. On sera dans l'interdit parce qu'on critiquera le roi, parce qu'on critiquera les grands nobles, parce qu'on critiquera l'Église, on critiquera, on se moquera, on tournera en ridicule de toutes les façons. On fera une espèce d'antilittérature, si vous voulez. Eh bien, on fera de l'antilittérature sur toute la gamme. Donc, il y aura de la grivoiserie, et il y aura, par exemple, du Picard ou du Normand. C'est à l'époque de la Fronde qu'apparaissent les premiers textes dans plusieurs des langues d'Oïl. Donc dans cette période réduite de la Fronde, floraison de textes, quand on en est à l'insulte, eh bien autant prendre une langue elle-même interdite. Bien entendu, les textes sont anonymes. Bon. Mais en même temps, on a quelques présomptions qu'ils ont été écrits en fait par des lettrés. C'était pas les pauvres paysans qui écrivaient Picard, c'était des lettrés qui en profitaient pour jeter à la face du monde tout le mépris possible, quoi, si vous voulez. Et c'est le procédé du burlesque. C'est dans le burlesque qu'apparaît une littérature picarde, et là, ce ne sont plus des textes avec 25% de forme picarde, ce sont des textes où l'on met le maximum, où l'on en met 100% s'il y a moyen. Ce sont des textes patoisants, dans un sens déjà moderne, à savoir des textes où il y a un volontarisme de marquer la langue pour qu'elle saute aux yeux, hein, dans tous les sens du terme. En Normandie, cette langue est nommée langue purinique. Alors, je pense que c'est l'image du purin, et non pas de la pureté. Et le terme patois, qui apparaît à cette époque, sert indifféremment pour dénommer la façon de parler du paysan picard ou les cris des animaux. Bon. Donc vous voyez à quelle hauteur se situe ce registre-là. Alors, un petit exemple, si je le retrouve dans ma collection. Bon. Voilà. Un petit exemple de ce qu'on publie à cette époque-là. L'enjôlement de Coula et Nickel. Qu'est chouchi que je sens qui trotte d'un penche, que je l'homme fouet mort et que je l'homme mélange. Alors, vous voyez, on est dans une langue déjà très proche de ce qui est encore audible aujourd'hui. Hein. Je crains que je fût chien un couer chez Dialotin. Bon. Ça y est, nous sommes dans la littérature picarde moderne, si vous voulez. Hein. Et l'histoire, quand même, c'est qu'un moine a convaincu une pure jeune fille du village que si elle avait mal au ventre,
il fallait assommer le diable avec une massue, je passe sur les détails. Alors là, elle a à nouveau mal, quelques mois plus tard, hein, et vite elle retourne voir le moine pour qu'il chasse les diablotins qui lui font mal au ventre. Bon, vous voyez le genre d'histoire. Hein. Bon. Donc voilà le registre. Hein. Mais au total, si vous voulez, c'est tout à fait curieusement, ça marche. C'est un procédé burlesque qu'on trouve dans Molière d'ailleurs. Hein. On a des personnages de Molière. On a même trouvé, c'est Jacqueline Picoche qui a déniché ça, une pièce de théâtre portugais, un peu antérieure d'ailleurs, où le diable parle picard. Bon, donc vous voyez, c'est un registre qui circule. Hein. Pour faire des grosses blagues, on commence à utiliser le picard en littérature, le picard ou le bourguignon ou le normand d'ailleurs. Hein. On commence à utiliser ces faits linguistiques-là. Et c'est une veine qui va avoir du succès, qui va s'installer, qui va s'établir. Et donc, on va en prendre l'habitude. On va prendre l'habitude de faire des textes amusants, bas, mais vous savez bien, nous sommes des gens bien, jamais nous ne dirions des gros mots. Enfin, quand il y a un texte qui en dit, on est prêt à rire de bon cœur quand même. Hein. Et donc, ça a du succès, on en prend l'habitude. Ça s'étend un petit peu au domaine de la satire paysanne, de la chronique paysanne, et c'est ça qui va créer en fait la langue littéraire picarde, si vous voulez. Pendant 2 siècles, on a affaire à ce partage. Dans la belle langue, on écrit des belles choses, des choses élevées. Hein. Dans la langue haute, on écrit des choses élevées. Dans la langue basse, on écrit des choses basses. Bon. Et on ne mélange pas. Et donc, cet étagement de 2 langues, voilà, ouais, cet étagement de 2 langues, là vous m'avez indiqué une piste intéressante, je vous le dis. Donc il y a 2 langues qui se répartissent les fonctions, hein. Celle du haut prend tout le prestige, celle du bas prend tout le mépris, hein. Et c'est ce qu'on appelle la diglossie. Hein. Ce concept de diglossie, ici, en littérature, mais ailleurs dans la société, il y a la haute et il y a la basse, et un peu partout, dans toutes sortes de pays ou de régions, on a cette répartition, hein, répartition des fonctions plus hiérarchie. Pardon. Alors, on va arriver au XVIIIe siècle avec une tradition un peu établie. Hein, le registre littéraire picard existe, même en position basse, mais enfin il existe, il est stabilisé, et ça va permettre l'éclosion de toutes sortes d'écrivains d'une autre veine, finalement. Le premier étant François Cotigny, dit Brûle-Maison, à Lille, qui a un succès populaire très important, dans un registre qui serait celui de la chronique populaire. Hein. C'est-à-dire que c'est tout à fait intéressant. Ça commence à devenir, à nos yeux modernes, quelque chose de tout à fait intéressant. On n'est plus dans la bassesse. À la Révolution, on est dans une situation double. D'une part, on commence à s'y intéresser, à ces façons de parler des paysans. Vous savez que le XVIIIe siècle a ouvert des routes, a découvert la nature, et a découvert en même temps que dans la nature, il y avait des gens qui travaillaient. Et on commence à s'y intéresser. En même temps, surtout à partir du moment où on aura raccourci le roi, la langue française va prendre une importance encore plus grande, puisqu'elle va devenir quasiment le fondement de la nation. À défaut de roi, nous avons le dictionnaire de l'Académie, si vous voulez. Alors, la fonction de la langue va changer avec la Révolution, parce que ce sera un lien fondamental, désormais, de la nation. Et pour établir ce lien fondamental, il faut exclure le reste.
Donc, la Révolution va déclarer, en même temps, elle va déclarer hautement, elle va décréter la mort des patois. Alors c'est tout à fait paradoxal, mais quand elle décrète la mort des patois, c'est la première fois qu'on en parle. C'est la première fois qu'on a des décisions politiques au plus haut niveau concernant, bon, ça s'appelle à ce moment-là les patois, concernant les autres langues de France, si vous voulez. Autrement dit, l'arrêt de mort, en fait, c'est aussi un acte de naissance. Et on est sans cesse, depuis 2 siècles, dans ce rapport entre mort et naissance. Rapport qui est, entre mort et naissance, qui est d'ailleurs une caractéristique, d'après certains, de la culture carnavalesque. C'est-à-dire de la culture de la fête populaire. Donc vous voyez, il y a une nature là, qui se révèle à travers les épisodes historiques, à savoir que, en fait, quand nous nous intéressons au Picard, nous sommes dans le domaine de la fête populaire carnavalesque. Bon. Depuis 2 siècles, on nous dit que le Picard est en train de mourir, et tous les 20 ans, on a des témoignages du style « Dépêchons-nous d'en recueillir les dernières traces puisque c'est en train de disparaître ». Depuis 2 siècles, depuis 1778, on a ce genre de paroles. Bon. À tel point que quand on nous dit aujourd'hui « Dépêchons-nous de recueillir les derniers témoignages, etc. », on a un peu de mal à le croire. Malgré toutes sortes de vraisemblances. Alors, je vais passer un peu plus vite sur ce qui se passe à partir de là, mais la Révolution, en décrétant la mort des patois, a mis ce thème-là comme un thème politique de premier plan. Et déjà pendant la période napoléonienne, et encore plus après la Restauration, il va y avoir un immense courant d'intérêt pour, je continue à dire patois, pour ces variétés de langue, qui sera porté d'abord par les celtisans, par le courant des antiquités celtiques, et qui sera le fait de toute l'Europe, en fait. C'est-à-dire que l'explication, c'est plutôt la révolution industrielle que l'histoire propre de tel ou tel pays. La révolution industrielle produit le romantisme, comme son émanation idéologique spontanée, et dans le romantisme, il y a cet intérêt pour les langues du peuple, ou les langues des peuples. Donc, on va voir apparaître de grands textes en breton, en basque, en finnois, en tchèque, etc., etc. Des grands textes qui parfois seront authentiques, comme le Kalevala en finnois, qui parfois seront des faux caractérisés, comme le Barzaz Breizh en breton. L'auteur a annoncé 20 ans plus tard que c'était une escroquerie. Ça n'a rien changé. C'était un grand texte de l'âme bretonne, bon, 1840. Et dans certains cas aussi, le plus tôt même, les poèmes d'Ossian, on discute encore aujourd'hui de leur authenticité. Le schéma, c'est toujours le même. J'ai été fouillé dans les caves d'un vieux château en ruine, j'ai trouvé un coffre poussiéreux dans lequel il y avait ce manuscrit merveilleux qui émane évidemment de l'âme du peuple. Alors on publie ça, tout le monde s'esbaudit, et on fait apparaître une nouvelle langue en littérature. Alors parfois il est vrai que c'est un vieux manuscrit, parfois c'est faux. Mais il y a ce mythe de l'âme du peuple à travers ces langues. Et comme vous savez, le 19e siècle, vers le milieu du 19e siècle, c'est l'éclosion des nationalités dans toute l'Europe. En Picardie, on n'a pas été à l'écart de cela. Bien sûr, ça n'a pas été au même point que pour l'Occitan, par exemple. Mireille de... Mistral, pardon. Merci. Le Mireio de Mistral lui a valu le prix Nobel, quand même. Chose qui n'est pas beaucoup popularisée en français. On se demande pourquoi. Le prix Nobel de 1904, c'était Mistral. Pour Mireio, pour l'essentiel. Alors, en Picardie, donc, on n'est pas allé jusque-là, mais on a commencé à avoir de l'ambition littéraire pour cette langue. Et on a commencé à écrire
on a de plus en plus, au fil des ans, écrit des choses dignes d'une langue haute, si vous voulez. On a entrepris de retrousser la diglossie. Et on peut dire, je ne vais pas exposer ça en détail, bien entendu, on peut dire que depuis un siècle et demi, le picard est une langue qui a des ambitions littéraires, bon, comme toute langue qui se respecte, en tout cas qui ne se sent pas du tout enfermée dans la position basse de la diglossie littéraire. On traduit, par exemple, 1863, on traduit un évangile en picard. Qu'est-ce que vous voulez trouver de plus noble qu'un évangile? Bon. On écrit de la poésie lyrique. Toutes sortes d'écrivains ne dédaignent pas d'écrire en picard. Marceline Desbordes-Valmore, par exemple, écrit un petit peu en picard. Des poètes qui ont fait une grande carrière de poètes en français, comme Librecht, ne dédaignent pas de continuer leur carrière en picard. Si vous voulez, on trouverait vraiment à partir de là beaucoup de choses pour illustrer que cette langue, vous voyez, maintenant je dis langue sans problème, hein, cette langue est une langue littéraire qui s'offre finalement, et que certains écrivains, de talent ou non, mais aussi de talent, prennent comme un instrument d'expression expressif. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'écrivains vivants, de poètes, de conteurs, qui disent, mais cette langue, si je la perdais, ça me manquerait. Enfin, c'est un instrument littéraire de premier ordre. Et c'est ce qui explique, si vous voulez, que l'actualité littéraire en picard est aujourd'hui tout à fait consistante. Hein. Il y a une activité, une productivité littéraire tout à fait consistante. Je vais dire, c'est de l'ordre d'un livre par semaine qui paraît en picard dans différents genres littéraires. Je voudrais quand même finir en parlant de la fin du XXe siècle. Je n'aborderai pas le XXIe. La fin du XXe siècle, il faudrait même dire tout au long du XXe siècle, on a des moments forts, on a des moments où ces questions de langue régionale dans l'ensemble et du picard en particulier font la une de l'actualité, font l'objet de manifestations publiques qui ont du succès, et on en parle, si vous voulez, un peu par vague. Bon. À la fin du siècle dernier, Jules Verne, vous m'accorderez que Jules Verne est porteur d'une image de modernité. C'est la science positiviste, c'est la science-fiction inventée, c'est la technique, etc. Bon. Eh bien, Jules Verne, conseiller municipal d'Amiens, ne dédaigne pas d'organiser un grand banquet et d'aller accueillir en grande pompe à la gare 12 associations picardes de Paris. Donc pour vous dire qu'on n'a pas tout inventé à la fin du XXe siècle. Alors, donc on a des vagues comme ça d'intérêt, des hauts et des bas. Même chose pour l'activité littéraire d'ailleurs, qui connaît aussi ces fluctuations. Et à la fin du XXe siècle se pose la question de la reconnaissance de la langue dans des termes nouveaux. La nouveauté majeure, c'est probablement la pression européenne. C'est-à-dire que on prend conscience que le droit de parler sa langue fait partie, ou devrait faire partie, des droits de l'homme, tout simplement. Alors ça, on prend conscience de ça au plan international. Les droits de l'homme sont devenus une espèce de notion juridique internationale incontournable, et les droits linguistiques sont en train de s'y rattacher. C'est un processus qui est en cours actuellement. Hein. C'est au chapitre, si vous voulez, de l'élaboration du droit international. Et donc, on prend conscience, par exemple, qu'il serait normal que les Hongrois, que les magyarophones qui vivent en Roumanie puissent vivre dans leur langue. Bon, alors là, tous les pays de l'Ouest sont d'accord là-dessus. Et comme on a pris conscience de ça, on commence à remarquer quand même que la France a des beaux principes
mais ce serait une bonne chose qu'elle commence par les appliquer chez elle. Hein, et ça, c'est vraiment la pression européenne qui souligne ça, si vous voulez. À partir du moment où on se mettrait d'accord sur un texte de portée internationale concernant l'intérêt de préserver les langues et de protéger les gens qui les parlent ou qui veulent les parler, avant de signer ce texte, il faut balayer devant sa porte. Bon. Voilà comment les gouvernements français successifs, quelles que soient leurs options d'ailleurs, sont amenés à évoluer. Bon. Pour avoir le droit de donner des leçons ailleurs, pourrait-on dire encore, il faut commencer par balayer devant sa porte. Un deuxième élément, qui fait suite à celui que je vous disais, c'est l'élaboration d'un texte européen qui s'appelle la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, qui visait en bonne partie, par exemple, le cas des magarophones de Roumanie, mais qui, de fait, va être applicable à toutes les situations linguistiques d'Europe, et qui rencontre donc une aspiration de beaucoup en France que leur langue soit enfin reconnue comme une langue de France. La France a toujours été extrêmement frileuse sur ce point-là. Il y a une grande crainte pour l'unité de la République. J'ai coutume de dire pour ma part que ce soit les formations politiques ou que ce soit chaque citoyen pratiquement, nous sommes divisés en deux, avec un grand attachement à l'unité de la République et un grand attachement également à ces langues de France. À chaque fois qu'on fait un sondage, une enquête, qu'elle soit plus ou moins approfondie, on trouve régulièrement, dans toutes les régions de France où il y a une langue encore vivante, 2/3 des gens qui se déclarent attachés à la langue de leur région. C'est ce qu'on trouve en Picardie, c'est ce qu'on trouve en Alsace, c'est ce qu'on trouve au Pays Basque, etc. C'est les 2/3. Bon. Et donc, une proportion non négligeable des Français qui sont attachés à ces langues. Et pour le cas du Picard, je vous dis, on est à hauteur de l'Alsacien, hein, donc il n'y a pas de complexe à avoir. Les Picards sont attachés à la langue picarde, autant que les Alsaciens sont attachés à la langue alsacienne. Bon. Qui par ailleurs ne sont guère comparables. Hein, il y a beaucoup de différences. Le gouvernement précédent a donc essayé de mettre ses pendules à l'heure. Hein, et le Premier ministre Jospin a demandé quelques expertises pour éclairer ses éventuelles décisions. Ça a donné lieu à des textes tout à fait novateurs. Le premier, c'est un rapport donc, remis au Premier ministre en 1998 par Robert Poignant sur l'école républicaine et les langues de France, où finalement il y avait l'élaboration d'un discours, le réglage, si vous voulez, d'un nouveau discours de l'école, ne considérant pas ces langues comme des dangers ou des tares, mais comme des richesses patrimoniales. Autrement dit, l'école républicaine est tout à fait capable d'avoir un discours de soutien à ces langues et de culture de ces langues. Bon, voilà ce qui a été démontré par le rapport Poignant. C'est au niveau du possible, hein, je ne dis pas que c'est au niveau du réel. Un deuxième rapport concernait la Constitution, et il a été demandé à un grand constitutionnaliste qui s'appelle Guy Carcassonne, et ce juriste a examiné la Charte européenne, à la loupe on peut dire, et a vraiment démontré que la France pouvait signer la Charte européenne des langues régionales et minoritaires sans que ça mette du tout en cause son fonctionnement juridique ni constitutionnel. Autrement dit, toutes les mesures de protection des langues qui sont prévues dans la Charte sont parfaitement acceptables dans le droit français et dans la Constitution française. Tout le monde a convenu de ça, y compris le Conseil constitutionnel, puisque je vous rappelle que, épisode suivant, le président de la République saisit le Conseil constitutionnel contre la signature, et celui-ci déclare effectivement qu'on ne peut pas signer la Charte à cause du préambule de la Charte.
et non pas à cause du contenu de la charte en termes de mesures applicables, si vous voulez. Et le troisième rapport est demandé à un linguiste. Eh oui, on n'y pense jamais. Et en matière de langue, parfois il faut demander à des linguistes. Je plaisante sur ce sujet. Figurez-vous que, en général, les questions de langue en France sont réglées par toutes sortes de gens très très bien, mais on ne demande jamais rien aux linguistes. Toute personne cultivée est censée être compétente en matière de langue. Donc, un juge, par exemple, va éventuellement convoquer un chimiste sur des problèmes de chimie et ne va jamais convoquer un linguiste sur des problèmes de langue. Vous voyez, c'est quelque chose de particulier qui tient à la culture politique française. Alors, ce linguiste, on lui demande quelles sont les langues régionales et minoritaires de France. Quelles sont les langues auxquelles, éventuellement, s'appliquerait la Charte européenne. Et il dresse la liste de ces langues, dans laquelle, évidemment, ça n'étonnera personne ici, dans laquelle figure le picard, bien sûr. Eh bien, figurez-vous que c'est la première fois que dans un texte de ce niveau politique, le picard apparaît. Depuis toujours, on pourrait remonter en tout cas assez loin, tous les ministres successifs, oui, je pourrais vraiment en produire une collection. Quand on leur posait des questions au Parlement, vous savez, des questions parlementaires, à propos du picard par exemple, répondaient, premièrement, ça n'est qu'une variété du français, c'est pas une langue... donc ça n'est qu'une variété du français, ce qui est comique quand même, quand on sait qu'en français, glissez donc un mot du picard, vous verrez ce qu'on vous dira. Bon. Donc, il y a exclusion totale d'un côté, mais obligation de rattachement de l'autre, si vous voulez. Bon. Et deuxièmement, ce qu'il disait aussi, c'est que pour qu'il y ait reconnaissance d'une langue, il faut qu'il y ait un nombre de locuteurs raisonnable. Alors, je vais vous parler du nombre de locuteurs après. Hein, mais l'argument est aussi farceur que le premier. Et donc, c'est la première fois que le picard est quasi officiellement cité comme une des langues de France, avec d'ailleurs un certain nombre d'autres. Il y en a quelque chose comme 25 sur le territoire métropolitain. Si l'on compte les dom-toms, il y en a une cinquantaine de plus, dont 26 rien qu'en Nouvelle-Calédonie. C'est le territoire de la République française. Ce sont les langues natives des citoyens français, et ça fait partie de la richesse patrimoniale linguistique de la France. Bon. Et donc... c'est une cohérence tout à fait stricte avec les objectifs fixés. Alors, le gouvernement Jospin a signé la charte, puis, comme je vous disais, il y a eu blocage en ce qui concerne la ratification par le Parlement, et aujourd'hui, je ne sais pas comment décrire la chose, mais en tout cas en ce moment précis, entre... la réforme des retraites qui se passe derrière le paravent de la guerre contre l'Irak, on ne peut pas dire que le sujet soit très très brûlant dans l'actualité. Bon. Mais voilà au point où nous en étions juste avant que le débat soit un peu étouffé, si vous voulez. Alors parlons chiffres. Dans la même période où il y a eu ces trois rapports, il y a eu une enquête tout à fait considérable menée par l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, sur 380 000 personnes, donc une quantité qui donne des résultats tout à fait sérieux, en marge du recensement de 99. Cette enquête, c'est une nouveauté incroyable. C'est vraiment incroyable d'avoir réussi à faire ça. C'est-à-dire que l'INSEE a réussi en 92 à interroger 3000 personnes. Ça a été un coup d'audace extraordinaire. À part ça, c'était un mur de refus dogmatique absolu. Il n'est pas question en France de demander à la population quelle langue elle parle. C'est ce qu'on nous disait toujours. Hein. C'est ce qu'on m'a répondu personnellement, moi, à un moment où j'étais en position d'essayer de susciter une enquête de ce genre. Il n'en est pas question. N'en parlons plus. Bon. Parce que demander aux gens quelle langue ils parlent, c'est aussi grave
Et en fait, je me demande si c'est pas pire que de leur demander quelle est leur religion, leur tendance philosophique ou sexuelle. Et donc, sujet absolument tabou, c'est un peu la tradition d'obscurantisme de la République française. Bon. Et donc, un haut fonctionnaire a réussi ce prodige d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour interroger 380 000 personnes, non pas sur leur connaissance des langues, mais sur la transmission des langues dans leur famille. C'était une enquête sur la famille. Donc c'est quand même encore un biais. Bon. Les premiers résultats publiés sont tout à fait considérables également. On a appris par cette enquête que, à en croire les déclarations des gens toujours, 11,5 millions de Français ont entendu chez eux, de la part de leurs parents, une langue autre que le français. 26% de la population. Dont à peu près moitié-moitié, langue d'immigration, langue régionale. 5,5 millions d'habitants ont entendu de leurs parents une langue régionale en France. Bon, parmi les gens âgés de 18 ans et plus en 1999. Alors là, je vous assure qu'il y avait vraiment des Parisiens qui ont écarquillé les yeux. Bon. Et puis, deuxième résultat, c'est que l'évolution serait de l'ordre d'une déperdition de 2/3. Autrement dit, cette enquête montre l'importance du phénomène, et en ce qui concerne la déperdition, elle est interprétable dans deux sens. À l'heure où il y a encore des craintes sur l'unité de la France, on peut considérer que c'est rassurant. N'ayez pas peur, la machine à unifier fonctionne bien, la France continue à produire des monolingues, et malgré les immigrations, etc., ça marche, avec un rendement des 2/3, si vous voulez. Mais on peut interpréter ça dans un autre sens. À une époque où on s'aperçoit qu'on a besoin des langues, on a besoin de multilinguisme, où le multilinguisme, le dialogue des cultures, etc., apparaît de plus en plus comme l'avenir du monde. Bon. Dire, à une époque aussi où on a appris à compter en toute occasion, et on sait combien ça coûte de créer un bilingue. Vous mettez 1 an de formation intensive pour apprendre une langue à un bon niveau. Ça coûte très très cher. Eh bien, à cette époque-là, on peut considérer que l'enquête montre un gaspillage absolument effrayant. Nous avions tant de bilingues et nous en avons volontairement supprimé les 2/3. Vous voyez ? Donc, selon qu'on est tourné vers la stabilité du modèle monolingue, ou bien besoin de diverses langues vivantes, vous savez que quand on est bilingue, on apprend plus facilement la 3e, la 4e, la 5e langue. C'est un avantage bien établi scientifiquement maintenant, et donc on peut considérer que c'est quelque chose de très grave. C'est aujourd'hui ce qui donne une légitimité supplémentaire à la culture picarde, à la langue picarde, c'est que, effectivement, quand on a 2 moyens d'expression, on sait que ça fait réfléchir. Quand on a 2 langues, tout le monde y réfléchit. Est-ce que je traduis ceci comme ça ou, si vous voulez, c'est un apport culturel en soi d'avoir une deuxième langue ou un deuxième registre qu'on appellera langue ou pas, selon votre choix ou selon l'évolution des mentalités. Mais, en tout cas, le picard s'inscrit aujourd'hui complètement dans des perspectives d'avenir, d'ouverture, de modernité. Il y a une modernité des langues régionales aujourd'hui qui est vraiment nouvelle. Et donc le bouquin dont parlait M. Vatin tout à l'heure vient bien illustrer ça, c'est-à-dire que oui, ça nous intéresse, nous avons été interrogés, des gens d'origine polonaise, italienne, portugaise, maghrébine, etc. Nous en avons trouvé qui s'intéressent au picard. Ah oui ? Ça les passionne. Il y en a qui tiennent un véritable discours de militants, qui lisent, qui écrivent en picard, tout simplement parce que ça a été leur façon de prendre racine dans cette région, quoi. Et donc c'est sur ces perspectives d'ouverture que je vais me taire. Je vous remercie de votre attention.